Bonjour Anne-Françoise Cabanis, Bonjour. merci d'être avec nous pour cet entretien. Pour Castelet, qui est une chaîne d'entretien qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter de manière brève, juste comme ça, un petit aperçu? Voilà, donc je suis Anne-Françoise Cabanis. J'ai rencontré les arts de la marionnette à un moment donné où je travaillais à la scène nationale de la Ferme du Buisson dans les années 80, milieu des années 80, on va dire. Et c'est un peu comme ça que je suis rentrée vraiment dans l'amitié et la complicité avec les marionnettistes qui ont fait le renouveau des arts de la marionnette dans ces années-là, puisque c'est quand même dans ces années-là qu'il y a eu un énorme rebond. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de compagnonnage après avec certaines de ces compagnies. Je les ai beaucoup suivies. Et puis, il s'est trouvé que le Festival de Charleville avait perdu son père fondateur, président, directeur, bénévole, enfin, qui avait toutes les casquettes et toute la dynamique. Donc, puisqu'il est décédé, il y a eu vraiment un temps un peu flou sur ce festival, avec beaucoup de velléités, en tout cas de locaux, de prendre la main, de prendre ce festival qui est emblématique et qui est emblématique à l'extérieur, mais qui a aussi beaucoup d'importance sur son territoire, dans cette ville de Charleville, et que voilà, les partenaires financiers ont dit là maintenant, il faut un professionnel, une professionnelle, et c'est comme ça que je suis arrivée à Charleville, au Festival de Charleville, donc en 2008. Mais encore une fois, bon, ça c'est. En même temps, j'y suis restée 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus. Mais j'avais toute une vie de compagnonnage avec ces compagnies, à la fois à travers du soutien en production quand j'étais dans la structure, parce que j'ai été aussi au CDN de Strasbourg où j'ai dirigé les giboulées les giboulées de la marionnette quelques années, en production, en diffusion. Donc il y avait une continuité dans cet accompagnement et ce lien avec les arts de la marionnette. Du coup, les années 80, c'est quand le ministère commence à s'intéresser à la marionnette Bah, et finance les semaines. Oui, tout à fait, parce que justement, j'ai travaillé avec Françoise Letellier, qui était à l'époque à la Ferme du Buisson, qui les a quittés pour faire les semaines de la marionnette. Oui, il y a eu un intérêt du ministère, mais moi j'ai envie de dire l'intérêt du ministère, il a quand même été, revenons toujours à l'os, parce qu'il y avait une production, parce qu'il y avait des artistes qui ont renouvelé le regard sur les arts de la marionnette. Alors évidemment, puisqu'on est ici, on va citer Alain Recoing, mais pas que Alain Recoing. Il y a vraiment Augustin et Amoros, puisqu'à l'époque ils étaient ensemble. Il y a tout le regard de Jean-Pierre Lescaut sur les ombres, qui a complètement changé le regard qu'on avait sur les ombres. Ben voilà, il y a eu comme ça beaucoup d'artistes qui se sont plongés sur cet art, qui ont eu envie de le faire vivre avec leur temps et de le faire renaître. Et effectivement, l'un va avec l'autre, je dirais. C'est pas une injonction du ministère, si Oui, c'est ce non, que non, vous bien voulez sûr, dire. bien C'est sûr. qu'en fait, ils Il ont y a une suivi dynamique. Il y a eu une ce dynamique. mouvement. Et justement, les marionnettistes ont eu la capacité de montrer qu'on n'était pas pour schématiser, des niaiseries pour enfants, ou qu'on sortait du Guignol du Luxembourg, par exemple, pour essayer de porter une autre parole et de mettre en lumière cette discipline artistique. Et vous dites que vous avez découvert, enfin, vous êtes rentré dans la marionnette à la Ferme du Buisson, mais en tant qu'enfant, vous étiez allé au Guignol, vous aviez eu des Bon, expériences. j'étais allée un peu. Bah oui, je dis au Guignol du Luxembourg parce que j'y suis allée. J'y suis allée, mais non, c'est plutôt quand j'ai découvert. J'étais jeune programmatrice à la Ferme du Buisson à l'époque, et c'est là que j'ai vraiment rencontré, que je me suis aperçue que effectivement il y avait une autre dimension, qu'il y avait un théâtre différent. Moi, j'étais plutôt sur la discipline théâtre d'acteur. Le théâtre. Le théâtre, voilà. Et que voilà, je suis rentrée dans cette filière et que j'ai appris à apprécier et à souligner
le côté novateur et vraiment différent, autrement, un théâtre autrement. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la programmation? Comment vous êtes arrivé à la programmation à la ferme du Buisson? Ouais, ça, c'est parce que j'avais fait... Les études? Bah oui, j'ai fait des études. J'ai fait à l'époque quelque chose qui n'existe plus parce que ça a été remplacé par de multiples masters dans les facultés. J'avais fait l'attaque, une formation de l'attaque qui était justement, alors là pour le coup, directement gérée par le ministère de la Culture. Et à la fin, on avait un diplôme qui était signé du ministre de la Culture, donc une formation de 18 mois, association technique d'accompagnement d'animateur culturel, ça s'appelait. Et voilà, c'est comme ça qu'au bout après mes études lettres-théâtre, j'ai fait cette formation. Et puis après, il y avait des stages à faire. Et puis voilà, j'en ai fait un qui m'a beaucoup marqué à Créteil, à la Maison des Arts de Créteil avec Jean Morlock. Et puis après, à la Ferme du Buisson, qui était un lieu qui commençait, qui n'est pas le lieu actuel que vous connaissez, mais qui s'implantait dans une ville nouvelle. Et voilà, j'ai commencé, j'y ai passé aussi 12 ans, je crois. Il y avait encore la ferme, c'est ça? Il n'y Mais avait pas la grande non, salle, c'est ça? il n'y avait pas la grande salle. Il y avait, la ferme n'était plus exploitée en tant que ferme depuis un certain nombre d'années, mais il n'y avait pas la salle. La salle, Et c'était quoi? Il y avait quoi alors? Il y avait une Alors, petite salle? on avait une petite salle, effectivement, qui s'appelle le grenier, mais je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Mais il y avait une petite salle, et puis il y avait d'autres salles, puisque Marne-la-Vallée, c'est une ville nouvelle. Donc il y avait différentes salles dans la ville nouvelle, notamment à Torcy, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Et puis on travaillait aussi avec Noisy-le-Grand, qui faisait partie à ce moment-là de cette, qu'on appelle ça, de cette communauté de communes d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ça a été créé en même temps que la ville, toute cette structure culturelle? Ou Ah oui, tout à fait. C'était Oui, une c'est ça. volonté de l'établissement public d'aménagement d'avoir une structure culturelle dans cette ville nouvelle, de pouvoir offrir l'accès à la culture aux habitants qui venaient s'installer dans cette ville nouvelle. Et la ferme, on l'a ouverte, si je me rappelle bien, en 80... Enfin, la ferme telle qu'elle est actuellement, la grande salle, qu'est-ce que je vais dire? Je dirais 90 ou 91, mais je crois 90. Et puis, si vous poussez dans les retranchements, c'était formidable. Il y avait une super dynamique. Il y avait aussi le lieu public qui était installé à la ferme du Buisson avec Michel Crespin. Et ça, c'était des années extraordinaires. Et est-ce que... Ça ne parle pas tellement de la marionnette, mais... Oui, mais ça part du parcours. Ouais. Et juste une question sur la démocratisation culturelle. Est-ce qu'à l'époque, vous arriviez à amener tous les publics, ou est-ce que c'était aussi une problématique de votre époque, d'amener les publics Non, on a fait un énorme travail de relations publiques, bien sûr, mais je pense qu'il y avait quand même une attente. Et moi, particulièrement, j'étais chargée du jeune public. Alors, pourquoi le jeune public? Parce que c'était une ville nouvelle, et à l'époque, cette ville nouvelle, elle s'est créée avec beaucoup de jeunes couples qui s'installaient avec des jeunes enfants. Donc l'idée, d'abord, c'était aussi dans la poursuite du travail toujours porté par ce groupe Attaque, avec à sa tête Catherine Dasté, donc héritière de la décentralisation théâtrale, et qui a vraiment ouvert largement le cadre du spectacle d'art, entre guillemets, pour le jeune public, qui a commencé à lui donner ses lettres de noblesse. Et voilà, il y avait cette idée qu'il y avait beaucoup d'écoles, donc beaucoup d'écoles, beaucoup de crèches, et moi, après d'ailleurs, puisque vous me poussez dans mes retranchements, moi j'ai initié à la ferme du Buisson tout le réseau du théâtre pour la toute petite enfance. Parce que bon, j'avais sympathisé avec pas mal d'enseignants et de directrices de crèches, parce qu'il y avait beaucoup de crèches. Et en fait, on s'était dit, mais pourquoi il y a pour les petits, mais pas pour les tout petits? Et donc, c'est comme ça que le premier spectacle pour les bébés est né à la ferme du Buisson, porté par la ferme du Buisson, mais dans une crèche, parce que justement l'idée c'était de porter la création auprès des publics qui ne pouvaient pas se déplacer. En 80, alors ça devait être en 87, et après en 92,
on a créé la première biennale Ricochet, première biennale des arts pour les enfants de 0 à 7 ans. Et voilà, donc c'est pareil, au départ, j'avais pas spécialement envie d'être voilà, stigmatisée jeune public, puis marionnette, avec les passerelles qu'on peut imaginer. Puis après, on tombe dans le chaudron, on s'y passionne, on rencontre des gens passionnants qui ont envie de faire plein de choses et voilà, le parcours se construit comme ça. Mais à l'inverse, quand je suis arrivée à Charleville, j'ai fait très très attention parce que c'était une revendication tout à fait légitime des marionnettistes de ne pas être en confusion totale avec marionnette égale jeune public, égale enfant, égale niaiserie. Oui, Donc, même dans avait... le CNM, avec oui. ces revendications-là, oui, oui, tout à fait. Pouvoir faire un théâtre pour tout le monde. Mais du coup, j'avais trouvé la formule, parce que je trouve quand même que former les publics jeunes, c'est indispensable, je dirais. Et enfin, c'est pas former, c'est les nourrir en quelque sorte, plus exactement. Et je disais, la marionnette, c'est aussi pour les enfants. C'est pas que pour les enfants, mais c'est aussi pour les enfants, parce que c'est un vecteur qui parle beaucoup au public jeune. Et quand vous êtes arrivé à Charleville, c'était pas un problème d'avoir fait du jeune public? Non. Non, parce qu'entre-temps, j'avais fait les Giboulées, par exemple, c'est pas que jeune public. J'avais accompagné des compagnies qui sont pas que jeune public. Et puis bon, j'aime bien ouvrir. Il faut toujours que j'ouvre les fenêtres. Oui. On peut parler, on peut rentrer dans le festival. Donc en 2000, il y a une période un peu instable avant votre arrivée. Oui. Il y a eu 2 ans un peu. Et après, quand vous arrivez là, est-ce que c'est facile d'arriver là parce que c'était une équipe un peu bénévole du coup qui était... Non, c'était waouh. C'était difficile? C'était très difficile, très très difficile, et surtout, moi je fréquentais le festival en tant que spectatrice, professionnelle spectatrice, mais j'avais pas perçu à quel point, enfin surtout les dernières années, je pense, hein, vraiment, c'était construit sur du sable, sur des bénévoles, une structuration administrative qui était plus que, comment dire, amateur, on va dire, pour être gentil. Enfin voilà, il y avait tout à refaire. Et oui, non, j'imaginais pas, et je me suis dit, c'est impossible. Enfin, j'ai pas envie de bâcher les équipes qui étaient avant, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, entre guillemets, et avec des problématiques qui n'étaient pas du tout celles de la profession, mais qui étaient celles des locaux. Parce que le Festival de Charleville, pour les Carolo-Massériens, c'est un événement très important. Et c'est aussi, c'est les enfants du pays, ils sont là, c'est à eux que ça revient, c'est eux qui doivent le faire vivre, etc. Et parallèlement, et en plus le festival, il a entre guillemets, pâti de la montée de l'école et de la création de l'école. Jacques Félix, qui a créé le festival en 62, je crois, ou 63, je ne sais plus, enfin dans ces années-là, bon, il l'a vraiment développé, il en a fait quelque chose qui était un premier festival de cette ampleur-là en France. Il a fait fonctionner toutes ses amitiés, ses réseaux, notamment l'UNIMA et tous ses amis. Je pense à l'Italie, à Giocovita par exemple, qui a été un pilier, qui a porté aussi le festival, enfin bon, voilà, tous ces gens-là. Et puis dans les années 89, il y a eu l'idée enfin un petit peu avant, mais l'école est née en 88 ou 89. Et voilà, et petit à petit, il a un peu baissé sa capacité à travailler et à laisser un peu tomber le festival, qui était aux mains de bénévoles, un peu, comment dire ça, un peu out, quoi, en fait. Hein. Mais ils étaient bénévoles aussi. Oui, ils étaient bénévoles, mais il aurait pu se dire, c'est le moment de structurer aussi le festival. Et en fait, il s'est surtout concentré sur l'école, puis sur l'école, il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu après le passage de Romain Pasqua, enfin, donc, il a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus, et le festival en a pâti. Et puis, il aurait pu effectivement dire qu'à un moment donné, négocier avec le ministère qu'il y ait une direction.
Et en fait, ça ne s'est pas fait. Donc après, l'école a pris de plus en plus, tant mieux, hein, je veux dire, mais d'importance dans le milieu de la marionnette, un peu comme le point référentiel. Et le festival, il a pâti. Et d'ailleurs, moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de compagnies qui ne voulaient plus venir parce qu'il n'y avait pas d'équipe technique, on les recevait comme des chiens, on leur donnait 3 francs 6 sous, enfin, ils étaient maltraités, si on peut dire. Oui. Et donc, voilà, il a fallu recoudre tout ça, faire comprendre que ça se structure, qu'il y a une législation du spectacle, qu'il y a des contrats à faire, enfin, des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, la DRAC, Grand Est, donc qui n'était pas Grand Est, qui était Champagne-Ardenne à l'époque, en fait, elle ne voulait plus entendre parler de ce festival. Et Donc, alors, qu'est-ce qui a permis que vous arriviez quand même? Parce qu'il y a eu ces 2 ans de flottement, mais à un moment donné, qui a dit il nous faut une directrice ou un directeur? Ce sont justement quand même les tutelles, et en particulier au ministère. Donc, ce n'était pas la DRAC, c'était le ministère qui suivait avec La DGCA, elle la était déjà... DGCA avec Elena Daporto. Elle a énormément porté l'idée de revitaliser le festival et de le professionnaliser. Et donc, la DGCA, la région, parce que quand même la région, c'est aussi c'est important pour Champagne-Ardenne. Il n'y a pas non plus tant de festivals que ça. Et en Champagne-Ardenne, il y a aussi le CNAC et le festival de Châlons. Et Elena Daporto, elle avait ces 2 disciplines. Donc, il y avait aussi 2 points de rencontre avec la région, où il y avait une chargée de projet qui était très, très bien aussi. Et je dois dire, le département, en fait, le département des Ardennes s'est laissé convaincre par ces 2 personnes, hein, qui ont mis toutes leurs convictions sur l'idée qu'il fallait vraiment que soit on professionnalise, soit c'est terminé. On ne donne pas de l'argent juste pour le fun comme ça. Et du coup, quand ils vous donnent... Et la ville avait tout intérêt, parce que la ville, c'était pas... moi, j'ai fait faire l'étude des retombées économiques. Elle le faisait pas, mais elle le savait. Ça rapporte énormément à la ville. Donc la ville, y mettait beaucoup, mais ça rapportait. Donc ils n'avaient pas trop envie non plus que ça disparaisse. Mais il y a vraiment eu cette question-là. Et donc, quand vous arrivez, qu'on vous donne les clés de ce festival, est-ce que c'est... Je vais vous raconter une anecdote, parce que comme ça sera pour les générations futures. Je suis arrivée, donc comme d'habitude, projet, grand oral, Ok, vous êtes prise. Très bien, ok, super, très contente. J'arrive au CA des petits comédiens de chiffon, puisque l'association s'appelle les petits comédiens de chiffon. Et là, on me dit, eh ben nous, on veut pas de vous. Ça, je crois que j'avais pas anticipé ça. Ça a été waouh. Je me suis dit, ben, je vais pas rester dans ce truc-là. Enfin, c'est inimaginable. C'était inimaginable. Et là, après, donc, et le président, qui était un local, un monsieur sympathique, mais être le président des petits comédiens de chiffon à Charleville, c'est une posture. C'est une posture locale. Et donc, il voulait ça, et il avait accepté ma candidature, parce que quand même, les tutelles lui ont dit, écoutez, si vous ne voulez pas ça, nous, c'est très simple, hein, on arrête. Mais dans son CA, ça a été compliqué. Ça, je vous assure, quand vous arrivez quand même d'un parcours scène nationale, CDN, etc., et qu'on vous dit, nous, on ne veut pas de vous, avec un petit accent ardennais, là, ça fait un choc quand même. Est-ce que vous êtes allé emménager là-bas? Oui, j'avais un logement, j'y suis restée. Après, je faisais beaucoup d'allers-retours, surtout j'avais encore une de mes filles qui était un peu jeune, mais oui, j'y ai passé beaucoup de temps. Mais après, donc il y a eu une querelle locale avec les locaux, il y a eu des putsch, il fallait mettre quelqu'un d'autre à la place, etc. Et là, vraiment, les tutelles ont dit, on va faire une réunion, vous allez inviter tout le monde possible, tous les bénévoles,
nous on va être là, et soit vous l'emportez, et on vous suit, soit sinon, on arrête tout. Et éventuellement, on refera une autre association, mais bon, ça prendra du temps, etc. Et là, ça s'est quand même pas trop mal passé, je veux dire. Donc, j'étais à nouveau grand oral, mais là, il y avait 200 personnes, des bénévoles. Et là, les gens, c'était très sympathique en même temps. Ils ont dit, OK, nous, on vous suit, moi, je vous suis aussi. Puis bon, voilà, ça s'est mis en place. Les gens qui devaient partir sont partis. Ceux qui ont trouvé que mon management ou ma vision, ils sont partis. On m'a dit, vous aurez personne ne te suivra et tout. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'était quand même une arrivée pas facile et beaucoup, beaucoup de boulot. Et comment vous l'analysez par rapport à la figure de Jacques Félix, comme naît tout le monde, comment vous avez vécu ce poste Jacques Félix? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a eu du temps avant que ça descende? Il avait une aura quand même assez particulière. Il avait une aura, mais vraiment, Jacques Félix, il s'est concentré sur l'école. Il y a eu quand même des difficultés avant l'arrivée de Lucille Botson, et quand même l'épisode Roman Pasca qui a laissé un peu des traces. Et c'est pareil, l'école, elle a failli ne plus exister. Donc il s'est concentré là-dessus. Et il avait une aura, parce que c'était une personnalité fédératrice, humaniste, un notable entre guillemets, mais très très proche. Enfin, beaucoup de gens le connaissaient, et il avait aussi l'avantage à la fois d'être proche. Lui-même il travaillait dans les fonderies, parce que les Ardennes à l'époque c'était les fonderies, donc il connaissait aussi beaucoup de chefs d'entreprise, donc ça l'a aidé, et beaucoup d'autres bénévoles qui sont venus comme ça l'aider. Mais c'est vrai que ce qu'on a eu comme stratégie, parce qu'on a réfléchi tous ensemble avec les tutelles, c'est que, en fait, celui qui a repris le flambeau, c'est Jean-Luc Félix, donc le fils de Jacques Félix, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, qui est sculpteur, mais qui donnait aussi des cours à l'école, il en a donné pendant longtemps, et qui connaissait bien la marionnette, mais pas une figure beaucoup moins charismatique que Jacques Félix, mais il avait la légitimité du nom. Et il se trouve, parce que je ne le connaissais pas du tout, et lui ne me connaissait pas non plus, mais qu'on s'est bien entendu, qu'on a fait un bon attelage ensemble, et que voilà, c'est ça qui a fonctionné aussi, parce que du coup, il y avait le nom, il y avait Jean-Luc Félix, et voilà, et pour les gens, ça représentait réellement quelque chose. Puis Jean-Luc était, pour le coup, plus une figure d'artiste qu'une figure politique, donc des fois c'était un peu compliqué, mais il avait cette légitimité du nom, et peut-être du lion, et ça a fonctionné, et on a fait un bon attelage ensemble. Bon, on va parler maintenant quand vous arrivez finalement à prendre possession du bureau vraiment. Je pense qu'il y a le fait que ça passe en biennale Oui, alors ça c'était effectivement, il y avait beaucoup de challenges. Il fallait créer le poste et passer en biennale. Donc il y avait les adeptes qui disaient ok, il le faut, en particulier la ville, parce que la ville retombée économique. Et pourquoi il y a eu cette décision? C'est la mairesse à l'époque, Claudine, je ne sais plus son nom, je vais retrouver. Claudine, qui voulait absolument qui avait été proche de Jacques Félix, qui avait pris la mesure de l'événement dans la ville et de la notoriété que ça lui apporte, qui voulait absolument qu'on passe en biennale. Et moi, je trouve que c'était pas mal non plus, parce qu'un festival tous les 3 ans, c'est quand même long. Justement, tout ce qu'on a capitalisé se détend, se dissout, etc. Et donc finalement, moi je suis arrivée en 2008 en avril 2008 pour faire une édition en septembre 2009 avec tous ces péripéties, et 2011 et le passage en biennale.
Mais finalement, pour moi, c'était bien parce que ça permettait de construire l'équipe, de travailler aussi sur l'idée de l'entre-festival, de qu'est-ce qu'on fait entre les deux, comment on forme même l'équipe, les gens qui sont là. J'ai créé un poste aussi de médiation sur le terrain, etc. Et voilà, et c'est parti sur ce rythme-là, qui est un rythme, et puis qui est un rythme peut-être un peu fort pour les bénévoles. On a dit les bénévoles, ils vont pas suivre, mais les bénévoles, ils ont suivi Ils sont super, aussi. les Carolos, moi c'est Ouais, rien. Ils sont quand ouais. même assez impliqués dans leur Ils sont festival. impliqués parce que c'est un moment fort pour tous les Carolos, la ville, même les gens qui viennent pas au spectacle, ils adorent parce que la ville, elle est différente, elle est remplie, il y a du monde, les cafés sont ouverts tard, ça bouge, quoi. Toutes les vitrines participent, les commerçants, et il y a vraiment cet esprit-là. Et alors, est-ce que il y a tout de suite, vous arrivez à donner une ligne artistique? J'aimerais comprendre au niveau de la programmation, parce qu'ils y avaient sûrement tous ces bénévoles qui avaient été chargés de programmation pendant un moment. Il y a dû y avoir un passage de ce, comment on passe, parce que Oui, ça devait être différent. Est-ce que vous avez fait une continuité, essayé de casser tout de suite, de mettre une identité forte de votre déjà présence? ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire revenir les compagnies qui venaient plus, des compagnies historiques et qui sont marquantes, comme par exemple Turak était très proche il aime beaucoup il aimait beaucoup ce festival. Moi, je pensais à Amoros, mais plein d'autres équipes qui étaient des équipes en pleine expansion et qui avaient plus envie de venir. Et puis, bah oui, ça c'est sûr que il y a beaucoup de compagnies que j'ai pas programmées et qui me disaient, ben on vient tout le temps. Et j'ai répondu, bah c'est justement parce que vous venez tout le temps que peut-être qu'on va changer un petit peu. Donc il y a certainement eu beaucoup de déçus, mais voilà, ça s'est fait quand même pour essayer d'avoir une ligne artistique. Alors première année, deuxième année, puis après j'ai créé ce duo d'artistes associés pour donner justement une colonne vertébrale à chaque édition. Mais il n'en reste pas moins que c'est un festival où il y a beaucoup de compagnies et il y a des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Mais parce que la production de la marionnette, elle est énorme. Il y en a énormément, des compagnies de marionnettes en France, et pas qu'en France. Et il y a aussi vraiment beaucoup de choses, comment dirais-je, pas médiocres, mais moyennes, et qui ne renouvellent pas. Mais des compagnies qui renouvellent vraiment le travail, ben, vous les comptez sur peut-être, allez, on va dire 15 doigts de la main ou 20 doigts de la main. Donc, une fois qu'on a réussi à faire venir ces compagnies-là, ben, il faut quand même étoffer et puis parce que le public n'est pas toujours formé. Voir Gisèle Vienne ou Élise Vigneron, si on fait que ça, on va perdre le public local. Or, il y a quand même beaucoup de public local. Il y a beaucoup de professionnels, mais il y a aussi beaucoup de public local. Et ils mettent du temps et beaucoup, beaucoup de temps à comprendre le renouveau de la marionnette. J'aimerais comprendre justement ce lien à l'international. Ça fait quand même partie Et des gros festivals, même d'un point de vue mondial. Donc c'est un moment qu'attendent les grosses compagnies aussi à l'international. Comment concilier par exemple le fait de se dire de faire venir une compagnie chinoise et avec l'esthétique qu'elle emporte avec elle, parce qui peut être très différente de l'esthétique qu'on a nous en France avec notre idée de création artistique. alors, Comment vous arriviez à vous dire je fais un équilibre pour pour les faire venir quand même, mais pour l'étranger, déjà on faisait quand même pas mal de repérage. Et après, justement, avec cette idée que la culture, enfin la production dans certains pays, elle ne répond pas aux mêmes critères que ceux qu'on peut avoir. Et du coup, on a travaillé beaucoup avec Jean-Luc sur l'idée des grandes traditions. Parce que ça, c'est immémorial. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est fondateur sur la marionnette. Et on a fait venir comme ça la Birmanie, les grands cuirs du Cambodge, enfin, oui, les grandes traditions. Parce que ça, enfin, voilà, et ça marche. Les marionnettes sur l'eau du Vietnam, enfin, toutes ces formes qui peuvent
paraître des fois un peu éloigné de nous, mais en fait qui fonctionne, parce que justement, je trouve que c'est la présence magique de la marionnette qui opère. Et est-ce que vous aviez le même regard en France? Est-ce que vous êtes intéressé aux traditions françaises? Par exemple, faire venir la tringle ou les guignols de Lyon? Ou ça valait que pour l'international, cette logique? Bon, le guignol de... Si, il y a eu du guignol, hein, il y en a eu. Mais après, donc, ce qu'il y a dans le festival qui s'est développé, c'est le off. Donc, il y a plein de compagnies qui viennent dans le off. Et c'est plutôt des compagnies qui font ce genre de travail. Donc, bon, à quel moment on rentre dans le in ou dans le off, c'est un peu compliqué. Et j'ai une question maintenant sur le travail de programmatrice. C'est quoi les difficultés d'arriver devant un spectacle qu'on n'a pas aimé et de le dire ou de ne pas le dire, ou devant un spectacle qu'on a aimé mais qu'on ne peut pas forcément programmer? Aux Comment? compagnies? Oui, c'est ça, ce rapport aux compagnies. Bah, alors, Surtout je veux dire, quand on a cette poste de responsabilité, on doit être vu de la part des artistes comme une personne un peu repère, c'est-à-dire jouer au festival, ça ouvrirait des portes, et donc on a une pression de la part des artistes. oui, mais bon, ça, on l'a dans toutes les disciplines, hein, quand on est programmateur. Mais ceci dit, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans mon travail de programmatrice, justement, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de suivre les compagnies et de comprendre quel est le parcours et le cheminement de telle ou telle compagnie, pourquoi ils s'intéressent à ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, c'est-à-dire d'essayer de rentrer en fait dans leur création. Après, on peut avoir un avis mitigé, mais estimer que le processus de création et l'aboutissement tel qu'on le voit vaut le coup d'être présenté. Après, si vraiment je trouve que c'est catastrophique, non, je ne présenterai pas. Mais je peux programmer des choses que j'aime pas, mais que je trouve intéressantes, par exemple. Ou dans le parcours ou la spécificité du travail de telle ou telle compagnie. Oui, donc ça demande un peu de mettre de côté ses propres, des fois, ses Ah propres. bah oui, moi j'estime que c'est le minima pour un programmateur. Et est-ce que vous vous déplaciez dans toute la France voir des productions, ou c'est principalement à Paris Non, dans et toute dans la le France. off? Après, il y avait un système d'appel à candidature. Donc il y avait énormément de dossiers. Je prenais le temps de tout regarder. Enfin, quand je dis énormément, c'était peut-être 200 ou 250, de tout regarder. Mais bon, des fois, ça aide aussi. Et j'y ai fait des découvertes d'Australie, par exemple, je me rappelle, où là, j'ai pas pu aller. Et par exemple aussi, il y avait beaucoup de dossiers de compagnies étrangères avec, on est quand même dans les années 2010 avec des vidéos, enfin en tout cas des images, où là tu te dis non, c'est sûr que là ça va pas le faire, quoi. C'est pas la peine de traverser le monde entier pour montrer ça. Et je sais que vous étiez aussi en responsabilité du off à l'époque, et que ça a changé quand Oui, vous êtes parti. Enfin, il y a eu une année de transition. Ça voulait dire quoi, s'occuper du off? s'occuper du off, c'était pareil, faire un appel à candidature et puis après organiser dans les lieux, dans les lieux. Mais il y avait une équipe dédiée, il y avait des salariés, c'était bénévole. Non, si, il y avait une ou deux stagiaires, je crois, qui faisaient ça, et puis la chargée de com qui relayait au niveau de la com. Donc ils étaient deux pour organiser le off. Ouais. Et vous aviez un rapport, ou vous laissiez un peu d'autonomie à cette équipe sur la sélection? Oh, bah, je regardais un petit peu, si je regardais quand même s'il y avait une autonomie, mais avec des critères beaucoup moins sévères, entre guillemets. C'est quoi Et, les et critères sévères? Qu'est-ce que vous entendez par critères sévères? je vais le dire dans l'autre sens, c'est aussi l'adaptabilité. Quand c'est du off qui demande trop de technique, trop d'endroits, déjà, il n'y avait pas d'aide technique pour le coup. Il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc, il y avait une équipe de bénévoles du off qui était là pour les aider à s'installer, asseoir leur dispositif. Mais bon, c'est pas grand-chose. Et donc, il fallait que ça puisse correspondre aussi. Et donc, quand je voyais que c'était trop lourd et qu'on ne pourrait pas y arriver, ou des fois, alors c'est quand même beaucoup dans le jeune public des choses tellement niaiseuses que, bon, ils disent un peu.
Pas de bagarrer d'un côté puis laisser faire de l'autre côté. Vous voulez bien nous parler un peu du jeune public? Comment vous voyez-vous le jeune public? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Par rapport aux arts de la marionnette? Ou de manière générale, mais par rapport aux arts de la marionnette aussi en particulier, c'est-à-dire, vous avez dit niaiseuse, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que pour vous est un jeune public? Qu'est-ce que peut être un jeune public? Pas doit être, Bah, si on ne va pas être je vais dire directif, mais... Non, c'est pas directif, mais c'est déjà... Ouais, c'est assez bateau ce que je vais vous dire. C'est pour moi un spectacle jeune public qui peut toucher aussi l'enfant. C'est que soit en tant qu'adulte, et quand on est programmateur, on le voit en tant qu'adulte et on ne peut pas jouer à l'enfant, on a un intérêt, on est capté par quelque chose qui peut être soit de la discipline artistique qui est choisie, soit de ce que ça raconte et comment ça le raconte. Et puis après, il y a toutes les possibilités. Après, quand on est dans des imageries, je sais pas, à la Disney ou trop moralisatrice, enfin, je trouve que c'est pas très intéressant. C'est pas ça qui va laisser une petite graine chez l'enfant. Et puis, il faut qu'il y ait aussi beaucoup d'imaginaire, en fait. Parce que les enfants, ils sont sensibles à l'imaginaire et ils sont capables de rentrer dans plein de choses, donc de lire plein de choses que les adultes, des fois, savent même plus regarder. Mais, et ça veut dire que derrière, il y a un travail de recherche, il y a un travail d'approfondissement, du lien avec ce public-là, ce public de jeunes publics un peu particulier, de public jeune un peu particulier. Et du coup, quelle est la différence entre un jeune public et un tout public? On pourrait dire qu'il n'y en a pas. Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Mais en même temps, on voit bien qu'il y en a quand même, parce que quand vous racontez une histoire à un enfant qui a 7 ans, vous n'allez pas raconter la même chose que si vous la racontez à un adulte. Je veux dire, par exemple, si vous racontez l'effondrement d'une tour, par exemple, les Twin Towers, et ce que ça génère, vous n'allez pas le raconter de la même façon à un adulte et un enfant. Ça parle du même sujet, vous n'allez pas le raconter de la même façon. C'est une bonne façon de voir les choses. J'ai une question sur la fin, du coup, en 2020, je crois que c'est ça. Oui. Et il y a déjà l'idée dans les tutelles de faire une fusion entre les 3 structures de Charleville-Mézières. Ça date de quand? Ça c'est un vieux serpent de mer. Hein. Ça fait un moment que c'était dans les tuyaux et que... Un moment, ça veut dire une idée de date? Est-ce que vous étiez déjà mandaté, vous, pour faire ça? En tout cas, oui, il y avait la première étude d'un inspecteur. Je crois que c'était avant que j'arrive même, ou 2008 peut-être. En tout cas, qui disait qu'il fallait professionnaliser le festival et à terme aussi de réunir ce qui avait été séparé. Et après, on y a quand même beaucoup travaillé. Et puis, il y avait l'idée de la ville de Charleville de faire cette fameuse cité de la marionnette, qui, j'ai l'impression, est un peu dans les airs, un peu perdue partout. Et ça aussi, on a beaucoup travaillé à la place de l'Institut, du festival, les bâtiments, etc. Et puis après, et moi, j'ai toujours dit, j'ai redit, je crois que c'est une des dernières notes que j'ai écrites, nous, on est prêts, mais encore faut-il que l'école soit prête. Or, l'école, elle a subi aussi pas mal avec le départ de Philippe Cyr, la démission, non, Recoing, il est arrivé avant ou après, je ne me rappelle plus. Je me rappelle même plus. Non, il est arrivé avant. Il était avant Éloi. Il est arrivé avant et a quand même démissionné. Et ça, pour moi, ça a été les pires années de Charleville. C'était un très, très mauvais rapport. C'est pas du tout un bon souvenir. Après, il y a Philippe qui est arrivé, qui a ramé aussi quand même malheureux. L'école n'allait pas bien, était sans arrêt en déficit. Enfin bon, bref. Et moi, j'ai dit, nous, on est prêts, on est sains, on est nickel. Mais maintenant, il faut que, à mon avis, il faut que l'école soit aussi bien assise pour qu'on puisse faire cette fusion. Et qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue structurel? Je vais faire 2 questions. Qu'est-ce que vous en pensiez et qu'est-ce que vous en pensez maintenant?
Du coup, j'ai pas travaillé réellement sur les passages entre les deux entités, je dirais. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que quand même, l'école reste, l'institut, c'est quand même peau de chagrin. Donc voilà, moi, j'avais pas anticipé ça non plus, parce que l'institut est quand même un des phares de Charleville. Bon, L'Institut, c'est la c'est deuxième structure qui s'est tout ce créée qui est avant l'école. recherche. Oui, Oui, c'est ça. c'est ce qui s'est créé effectivement avant l'école. En 81. Oui, et qui a quand même une place importante. Après, je ne me suis pas plongée, d'ailleurs, j'y ai pas du tout été invitée, mais je ne me suis pas plongée dans. Je ne sais pas comment ils ont géré cette entité. Est-ce que c'est. Je ne sais même pas quelle structure, c'est une asso, je crois. Une asso. Le pôle? Oui. Oui, je ne saurais pas dire. Je vais pas dire de... Mais bon, je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Après, c'est bien structurellement parce que je pense que le ministère et les tutelles ont beaucoup œuvré pour ça, parce qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour cette école. C'est un peu ça quand même, hein. Il fallait trouver une solution, parce que sinon l'école, elle n'existait pas, hein. Elle n'existait plus. Il y a un déficit cumulé d'année en année, etc. Le festival, franchement, Pierre-Yves Charlois, il a pris un truc nickel, hein. Moi, j'ai pas de fausse modestie à le dire. Les caisses pleines, une équipe qui marche, du public, la presse, enfin, tout ce qu'il fallait. Et voilà, je ne sais pas qui a versé quoi, dans quoi, comment. Et par contre, j'ai un petit doute sur l'idée qu'un festival puisse être complètement lié à une école. Je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une direction artistique vraiment différente pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir se sortir. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup programmé les anciens élèves, mais je disais en particulier à mon président Jean-Luc Félix, qui avait beaucoup d'amitié et beaucoup de sympathie pour les élèves, parce qu'il a accompagné beaucoup de promotions, je lui disais, c'est bien, mais ça ne touche que les élèves qui ont eu la chance d'être à Charleville, d'avoir fait passer ces 3 ans dans cette école unique. Mais il y a aussi beaucoup, vu le renouveau de la marionnette, beaucoup d'autres jeunes compagnies qui se sont formées autrement, ailleurs, etc., et qui doivent avoir leur place au Festival de Charleville. Et là, du fait que effectivement le festival et l'école ont la même direction, je mettrai un petit point d'interrogation, et je pense que ça serait intéressant qu'il y ait quand même une direction artistique différente sur le festival. Ce n'est que mon modeste Oui, point de oui. vue. C'est toujours intéressant d'entendre des points de vue argumentés. Moi, j'ai une question un peu sur les compétences de votre métier, qu'on ne connaît pas forcément, qui est par exemple la capacité de pouvoir parler aussi bien aux artistes qu'aux institutions. Et donc, avec ce rapport de tutelle, le mot que vous utilisez, mais qui n'est peut-être pas bien défini, est-ce que vous voudrez bien juste définir, pour ceux qui nous écoutent, ce que vous entendez par tutelle et comment vous voyez, voilà, et après développer sur le rapport que vous avez eu avec la tutelle, à quel point on peut prendre des décisions, à quel point les décisions nous sont... Comment on discute de ces choses-là? Les tutelles, en gros, c'est les financeurs. C'est ceux qui nous permettent de mettre en œuvre le projet pour lequel on travaille. Parce que s'il n'y avait pas de subvention... Alors, le Festival de Charleville est quand même un festival qui avait beaucoup de recettes propres. Je ne me rappelle plus, mais peut-être je peux le retrouver. Enfin, on a beaucoup de ressources propres, beaucoup de billetterie. Ce qui est très très rare. Par exemple, dans les scènes nationales, à une époque, on était à 20% de recettes propres. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être... la demande du ministère est plutôt genre 17-18, voire moins. C'est pas notre cas. Il y avait beaucoup de recettes propres, mais malgré tout, si je dis 40%, il reste quand même qu'il faut trouver les 60 autres pourcents. Surtout que, bon, moi, en arrivant, j'ai quand même déjà ramené des financements de la DRAC, augmenté les autres financements, etc. etc. On n'a fait que grossir, en fait. Donc, forcément, il faut qu'il soit en accord avec le projet artistique qu'on met en place.
C'est sûr que si on... Donc ça veut dire aussi soutenir des équipes qui sont soutenues par les DRAC ou par les régions. Enfin, il faut trouver un langage commun avec les personnes qui sont chargées, par exemple, de la marionnette dans les différentes tutelles et avec lesquelles il faut instaurer un rapport de confiance, un rapport sur la viabilité du projet, les choix qu'on opère, et voilà, et qu'ils valident en quelque sorte le travail qui est engagé. Et puis, dans notre structure, on a aussi, comment ça s'appelle, une CPO, Convention convention pluriannuelle d'objectifs d'orientation. pluriannuelle d'orientation, objectifs et moyens. Donc, il faut écrire ça, il faut y répondre plus ou moins. Le festival, il a une convention avec le ministère directement ou avec... Oui, il y a une convention, bien sûr, avec le ministère, mais après, avec chaque autre partenaire, région, département, etc., il y a des conventions. Après, on peut Mais avoir c'est une que le convention terme... multipartite, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Donc Oui, on c'est n'en ça. fait Vous pas. avez utilisé 3 termes différents qui sont tutelle, financeur et partenaire. Et c'est cet endroit-là qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on a un projet, on peut être financé pour notre projet. Et tutelle, ça implique quand même un regard sur la... Oui, mais il y a forcément un regard. Après, voilà, on n'est pas un établissement public, donc c'est moins lourd, mais il y a quand même un regard, forcément. C'est ça. Qu'est-ce Et qui crée de la toute différence façon, entre un établissement... Finalement, est-ce que c'est pas une espèce de un établissement public, délégation de l'établissement c'est une commande public? de l'État. Nous, c'est pas une association, c'est pas vraiment une commande de l'État. Oui, mais là, par En exemple, l'occurrence, d'ailleurs, le festival, c'est vraiment né d'un projet de terrain de Jacques Félix, qui a fait grossir son association et qui a cherché des financements pour faire vivre son association. quand vous êtes arrivé, s'ils n'acceptaient pas, ça, ils fermaient. Du coup, ils avaient un peu un droit de vie ou de mort sur l'association. Oui, mais à charge de l'association de se trouver d'autres financements. Et d'ailleurs, une des particularités du festival de Charleville, c'est qu'il y a pas mal de financements privés, ce qui est assez rare mais ça, c'est vraiment lié au contexte, à la ville, et aussi, c'est grâce il y a un autre grand festival à Charleville, qui est le Cabaret Vert. Je ne sais pas si vous connaissez, Si, oui. qui est un festival de musique actuelle, qui est né d'ailleurs un peu aussi en réponse à ce festival de la marionnette, avec un peu des gens vieillissants, une discipline un peu... Donc, qui ont créé, je ne sais pas, une quinzaine d'années au moins maintenant, ce festival de musique actuelle, avec l'énergie des locaux, en fait. Et du coup, moi, j'ai pris au vol et on a travaillé là-dessus aussi pour avoir des financements, ce qui fait qu'on arrivait à avoir 100 000 ou 110 000 euros de financement privé, ce qui est énorme. Je connais Oui. très, très peu de structures aux alentours, même petites scènes conventionnées, qui aient autant de fonds propres. Et ça, c'est une particularité locale et c'est Et bien. est-ce que eux aussi émettaient des Non, envies pas pour le du tout. festival? Non, pas du tout. Pas du tout. Et là, pour le coup, moi, j'aurais pas suivi non plus. Non, parce qu'ils estiment, et c'est vrai, ça vaut une campagne de pub sur Charleville, son attractivité. Après, moi, j'ai fait beaucoup de communication. Je sais pas si vous, mais non, je sais pas si vous êtes de Paris ou pas, mais j'ai fait les couloirs de métro. Enfin, ça donne une notoriété incroyable pour finalement pas grand-chose. Ça leur coûte 10-15 000 euros. Enfin bon. Oui, les gens connaissent quand même Charleville-Mézières pour les marionnettes, Oui, de oui, manière oui. nationale. De manière nationale. Puis il y avait une très bonne presse, comme ça. Et j'aimerais qu'on parle, vous avez utilisé le mot langage, et je pense que c'est une clé de compréhension de votre métier, c'est-à-dire être capable de parler le langage qui est compréhensible par les structures publiques. Est-ce que pour vous, il y a la formation que vous aviez faite, vous avez aidé? Est-ce que c'est dans votre famille que vous aviez déjà ce langage? Est-ce que finalement, ce langage ne bloque pas l'accès à la culture au milieu populaire? Voilà, c'est des questions un peu
large, sur Le langage, le c'est bien. langage du ministère, c'est-à-dire savoir Alors, parler avec des mots pour les convaincre, pour les rassurer, pour parler par exemple de démocratisation culturelle. Est-ce que la formation ne crée pas un frein à l'accès au milieu populaire, à ces sphères finalement de subvention? alors moi, je ne crois pas du tout aux sphères de subvention. Non, parce que quand on met en place des actions de démocratisation, moi j'en ai fait beaucoup. Ouais, j'ai fait beaucoup de formations avec, en tant que formatrice, avec justement des enseignants et des assistantes maternelles. Et là, j'étais, et c'est quelque chose que j'adore faire parce que on voit bien qu'on montrait des formes jeune public, mais quand même assez audacieuses artistiquement. Et en fait, voilà, il suffit juste de leur dire, les prendre par la main pour les amener dans la salle. Et une fois qu'ils sont là, qu'ils sont en confiance, enfin, ces personnes-là sont tout à fait aptes à vivre ce temps du spectacle et à ouvrir leur imaginaire. Donc, Non, je comprends pas très je bien vais votre. reformuler ma question, j'ai du mal à m'exprimer. C'est l'accès, par exemple, quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut rassurer les tutelles. Pour pouvoir rassurer les tutelles, il faut parler leur langue. Oui, mais Est-ce que cette langue, est-ce que cet apprentissage de la langue, vous l'avez eu dans votre milieu familial ou dans vos études? Et est-ce que ce langage-là ne crée pas un frein à des projets plus populaires qui auraient aimé et qui aimeraient se faire soutenir par les tutelles? bah, le langage, il s'apprend. Alors oui, effectivement, peut-être, je l'ai appris dans ma famille, dans ma formation, mais après le langage, il s'apprend automatiquement. Vous écoutez les gens, vous renvoyez. Bah, c'est exactement ce qu'ils font dans les appels à projets. Il y a tellement de normes, et cetera, que bah, vous savez qu'il faut parler leur langage pour. Donc vous rentrez dans les cases pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est clair. Tout le monde fait ça, je pense. Oui, je pense que c'est bien de l'entendre que tout le monde n'a pas forcément ces clés. C'est Bah, aussi pour ça bah qu'on non, fait ces mais entretiens, c'est pour et, pouvoir bah, non, mais réussir à donner des clés. il faut parler ce langage, ce novlangue, comme on dit. Mais d'ailleurs, je pense que le ministère est en train de réfléchir à arrêter un petit peu tous ces critères d'évaluation de machin. C'est du blabla, quoi, en fait. Maintenant, je peux me permettre de le dire. Mais ce qui n'empêche que sur le terrain, il y a véritablement des actions. Et après, c'est la même chose dans l'autre sens. Si un partenaire vient dire, voilà, j'aimerais faire un partenaire, un artiste ou une équipe artistique, je voudrais faire tel projet, j'ai telle idée, j'ai envie de ci, de ça, je sais pas. Enfin, c'est à soi à transformer son langage dans le langage ministériel, entre guillemets, ou en tout cas des tutelles institutionnelles, on va dire, pour qu'on ait les moyens de mettre en œuvre le projet de l'artiste dans lequel on croit. Vous êtes un peu médiateur de Oui, je langage. pense. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Et puis après, le ministère, enfin, ils sont pas sourds non plus. Ils vivent avec, ils voient bien les évolutions et il faut qu'ils les suivent, qu'ils les devancent. Donc ils ne peuvent pas rester sourds à ça. Sauf si on a bientôt un nouveau ministère qui ne sera que tourné vers le passé et des formes patrimoniales et Oui, j'aimerais qu'on parle un peu classiques. du temps présent maintenant. Comment vous regardez maintenant que vous n'êtes plus en responsabilité, enfin, de ce que je sais, peut-être qu'il y a encore des festivals qui font appel à vous, mais comment vous voyez le monde actuel et avec du recul, le fait d'être sorti, est-ce que ça a changé le regard? Est-ce que ça a amené d'autres réflexions? De façon très personnelle, moi, ça m'a un peu réouvert mon regard parce que quand on est focalisé sur la marionnette, on devient un petit peu obsessionnel et on voit que de la marionnette, que de la marionnette, que de la marionnette, des jeunes compagnies, des jeunes artistes, etc. Bon, c'est bien de voir aussi qu'il existe un peu d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est bien aussi que les marionnettistes s'aperçoivent qu'il y a d'autres choses autour. Donc ça, oui, ça change. Après, bah, le contexte, il n'est pas facile pour les artistes. Moi, je vois dans effectivement, les quelques projets que je suis qu'il y a beaucoup de volonté des jeunes artistes de sortir des salles, de sortir des murs, quoi. Donc d'être sur des formes jouables un peu partout, dans au milieu rural, au milieu urbain aussi, mais en dehors des salles. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose, une envie de faire
Autrement, Et ça, est-ce que c'est écouté de la part du ministère? oh bah oui, ils sont quand même assez ouverts à ça. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute la structuration du réseau, qui est un excellent réseau, entre les scènes conventionnelles, les scènes nationales, les théâtres municipaux, les CDN, les centres chorégraphiques, on a un super réseau. C'est vrai, c'est tout à fait enviable. Mais bon, moi, chaque fois que je vais au spectacle, les salles sont pleines, hein. Donc il y a quand même ce public. Après, c'est pas forcément le public, c'est pas tout le public, mais voilà, moi, j'aime pas le sport. Et il y a des tas de gens qui aiment le sport, ben, on vit quand même ensemble. Je peux manger ou passer un très bon moment avec des gens qui adorent le sport, et moi j'aime le spectacle, et voilà, chacun son hobby, son sujet. Là, ça Vous fait... voyez ce que je veux dire? Bien C'est sûr, bien sûr. pas. Et puis la culture, c'est tellement vaste. Oui, bien sûr, il y a tout le champ du spectacle vivant, mais même à l'intérieur de la culture, il y a déjà plein d'autres sujets. Et voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il y a la télévision. Bon, à la télé, je crois que plus personne la regarde apparemment. Mais, Bah, si, ça mais fait quand même des grosses parts d'audience. ah oui, mais Il y a plus quand même des les. millions de spectateurs qui regardent la Oui, télévision mais tous les jours. sur les infos, enfin sur la partie info, pas sur la fiction, si. Je pense qu'aussi, les fictions, ils ont du... En tout Oui, cas, les il n'y a fameuses pas... séries, bah, par exemple, Oui, maintenant tout le monde. Se- il y a quand même des parts d'audience qui sont ouais. considérables et que c'est quand même le ministère de la Culture qui s'occupe de la Ah oui, télévision oui, publique, en tout cas. ah oui. J'aurais aimé comprendre... Là, ça fait 2 ans que le budget du ministère de la Culture stagne. Et évidemment, on sait que les salaires augmentent avec l'inflation. Donc, comment, si par exemple on reste à cette stagnation, donc ça veut dire que ça diminue la part variable des Bah, théâtres, bah non, comment mais vous voyez ça, vous bah, le qui avez pari, c'est vécu? qu'il y ait des fonds publics qui viennent compenser. Donc, eh ben, c'est exactement la problématique actuelle, par exemple, de l'édition. C'est qui va compenser? Quels financeurs vont compenser l'État qui se défausse? C'est ça qui va se passer. Et avec quelle commande? Donc pour Mais vous, c'est que ça va se privatiser, c'est ça le chemin que prend la culture? ouais, moi je trouve que, alors, ça va prendre du temps parce qu'encore une fois, il y a toute cette structuration qui est assez exemplaire, mais qui, à mon avis, mérite d'être repensée. Et je suis quasi sûre, je ne fais pas beaucoup les couloirs de ministère, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Sur qu'est-ce qu'on fait de ce maillage territorial, de cette façon de penser la culture dans toutes les disciplines, aussi bien la danse, les arts du cirque, le théâtre de rue, enfin tout s'est structuré en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui en constatant que bah, la démocratisation, elle n'est peut-être pas tout à fait réussie ou pas comme on voudrait. Donc je suis sûre qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça et c'est une très bonne idée. Mais voilà, après, effectivement, le risque, c'est la privatisation. J'aimerais qu'on parle un peu des deux structures qui sont Théma et Latitude. Est-ce que vous avez fait part de Latitude? Est-ce que vous avez participé à cette association? Et comment vous la voyez là dans l'écosystème actuel, Mais, ces deux structures? moi, j'ai participé à Théma et à Latitude, mais je fréquente pas du tout. Donc, je n'ai pas de point de vue. Je sais pas vraiment ce qui. Vous Bah, n'avez ils ont jamais été beaucoup. investi dans les structures, vous étiez adhérent, c'est ça? Ouais. D'accord. Sans jamais vraiment suivre. Bah si, j'ai suivi pas mal sur Théma. Qu'est-ce qu'on faisait avec Théma? Un peu, mais pas vraiment non plus. Ouais. Il y avait une forme d'indépendance et d'autonomie du festival. On va sûrement avoir un rendez-vous bientôt avec le ministère. Est-ce que vous auriez une question à poser au ministère? Public, je veux dire, parce que évidemment c'est public et donc les... Bah, oui, moi j'aimerais savoir comment ils voient les 30 prochaines années. Est-ce qu'ils font de la prospective? Ouais. Est-ce que vous avez un message, quelque chose que vous auriez aimé entendre quand vous avez démarré, donc par exemple en rentrant en formation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise
à ce moment-là sur le milieu sur là où vous arriviez? Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé entendre à un moment de votre vie? Non, moi je pense que j'ai fait ça, c'était dans les années 81, je crois. Et moi, je suis de cette génération où on était très très militants, mais militants où voilà, on y croyait, j'ai envie de dire, on y croyait vraiment à la démocratisation culturelle, à cette autonomisation des publics, etc. Et c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, mais je vois que ça c'est quand même. Enfin, il y a pas la même force de conviction. Ne serait-ce que par exemple, quand je dis nous, on était militants, je vois bien aujourd'hui, et si aujourd'hui vous dirigez une structure, vous faites attention non pas à ce qu'on se donne le plus pour arriver là où on a envie d'être, mais à dire attention, si elle dépasse ces 35 heures, il va falloir qu'on rentre dans un autre circuit. Oui, il y a une autre vie en dehors du travail, etc. Eh ben, je le prends en considération et je le comprends très bien, mais du coup, ça change complètement la vision qu'on a du travail. Peut-être qu'on était naïf et qu'on se sentait un peu porteur d'une idée d'émancipation au cœur de nos projets, et que voilà, il faut voir les choses autrement. Mais Et est-ce que vous voyez dans les jeunes générations un mouvement qui vous donne, qui vous donne confiance pour le futur? Comment vous voyez le futur? Je reprends la question du ministère, mais je veux dire, comment vous voyez ce milieu de la marionnette et son évolution? Ou plus généralement d'ailleurs, on peut élargir au milieu artistique du spectacle vivant en général. comment je vois l'évolution de la marionnette? Ben, déjà, sur la marionnette, je trouve que je dis, le renouveau, ça date des années 80, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Donc là, il faudrait que la marionnette, elle arrête de dire on est en plein renouveau, on est dans une dynamique, mais qu'elle assume une nouvelle ère et une posture de oui, voilà, on existe, et pas être tout le temps en revendication. D'être pleinement ce que sont les arts de la marionnette aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire de manière générale? J'ai posé des questions, maintenant c'est à vous si vous avez envie de dire quelque chose, que ce soit à la marionnette ou à des gens que vous aimez, n'importe qui. Bon, j'ai beaucoup aimé certains marionnettistes, et je trouve que voilà, la marionnette, elle s'impose quand de toute façon elle est plus forte que tout. Je ne sais pas pourquoi là je pensais à Philippe Gentil, mais tout à l'heure j'ai cité Turac, ou aujourd'hui Ingvild Aspeli, et beaucoup d'autres, et Élise Vigneron que j'aime beaucoup aussi. C'est des gens, en fait, on ne se pose plus la question de savoir, oui c'est de la marionnette, mais on se la pose dans un deuxième temps, parce qu'ils font une œuvre, chacun très original, enfin qui est vraiment leur création, qui est un imaginaire très particulier, mais voilà, ça s'impose, et la force, elle est intrinsèque, je dirais. J'aimerais que la marionnette, ça soit toujours ça. Anne-Françoise Cabanis, merci. Merci à vous.